Bonjour. Merci à Paul de m'avoir appelé François parce qu'on ne l'avait jamais encore fait. Je m'appelle Jean-René. Non, je m'appelle Fabrice. Mais je t'aime, Paul. Et je vais appeler ma mère. Je vais appeler mon grand-père aussi pour Adam parce que j'ai appris plein de trucs là. Alors, vive l'Angleterre. Mais avant tout, je vais. Alors, moi, je me présente plutôt comme un lécheur de cailloux. C'est vrai que c'est plutôt mon truc. Et de travailler sur le terrain. Et ça, j'adore. C'est le côté le plus plaisant, justement, avec les viticulteurs et vignerons. Et donc, là, à la demande des organisateurs, on m'a demandé de vous parler d'un sujet qui me passionne aussi. Il y en a beaucoup qui me passionnent. Il s'agit des eaux souterraines. Alors, M. Pitt en a parlé tout à l'heure. Il les a appelées les nappes phréatiques. Et il a entièrement raison. Eaux souterraines, nappes phréatiques, c'est quasiment la même chose. Donc, hop. Alors, je suis maître de conf à Angers, une ville qui est tout près d'ici. Je vous la montrerai tout à l'heure sur des cartes. Énorme. Alors oui, l'eau est une ressource très importante et surtout l'eau douce. Une ressource qui est menacée pour des problèmes de qualité, de quantité. Et là aussi, M. Pi tout à l'heure en a parlé avec les problèmes de pollution des nappes phréatiques. Alors pour information, les eaux souterraines, elles sont sous terre, ça tout va bien, mais il s'agit du deuxième réservoir d'eau douce sur Terre. Donc en anglais, on les appelle les groundwaters, mais c'est pas grave. Hein. Et quand on regarde, l'eau sur Terre, 97% c'est de l'eau salée dans les océans, et il y a 2,5% uniquement pour les eaux douces, ce qui est relativement peu. Et sur ces 2,5%, eh bien, il y a deux super grands réservoirs, les glaciers, et le deuxième grand réservoir d'eau douce sur Terre, ce sont les eaux souterraines. Donc ça, c'est déjà un des premiers points que peu de gens savent, c'est qu'en effet, donc c'est ça, le deuxième réservoir d'eau douce sur Terre. En fait, tout le reste là qu'on en a l'habitude de voir, tout à l'heure, M. Pitt a parlé de la Loire, oui, c'est vrai, quand on parle de l'eau à des gens, ils vont dire l'eau de la Loire, l'eau du lac, l'eau de la rivière, etc. Mais en fait, c'est très peu tout ça. Hein. Et j'aimerais attirer votre attention sur le troisième encart, en bas, il y a marqué soil moisture, en fait, c'est l'eau dans le sol. Et là, justement, je vais, avec vous, aujourd'hui, parler de la différence entre l'eau qu'il y a dans le sol et l'eau qu'il y a dans le sous-sol. Alors, justement, quand on m'a demandé de venir faire quelque chose sur les eaux souterraines et la vigne, je me suis dit, ok, mais concrètement, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Et j'ai posé la question à des vignerons, je l'ai encore posé tout à l'heure, j'ai demandé, mais ça va jusqu'où les racines? Parce que tout à l'heure, M. Pitt a parlé que ça va très profondément. J'adore ce très profondément, à chaque fois on le dit. Mais concrètement, ça va jusqu'où? Alors on m'a évoqué du 8 mètres de profondeur. Ok, bon. Mais généralement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est dans les 2 premiers mètres, quoi, c'est le plus important. Dans tous les cas, les eaux souterraines, comme elles sont sous terre, il faut que les racines aillent les chercher pour montrer qu'il y a vraiment un lien entre les eaux souterraines et la vigne. Alors, j'ai eu l'occasion de voyager, comme sans doute vous tous, et puis ça, j'ai trouvé ça superbe, j'ai trouvé ça un boulot énorme, et là, je me suis dit, il y a vraiment un problème d'eau et de vigne, là. Et quand on voit ça, c'est vrai, on se dit, waouh! Alors là, peut-être que justement, les racines vont chercher de l'eau plus profondément aussi, alors l'homme est obligé de creuser pour aller chercher l'eau. Donc la question, c'est y a-t-il un lien entre la vigne et les eaux souterraines? Oui, si les racines sont très profondes, et puis également, oui, si les nappes d'eau souterraines, en fait, ont un niveau qui est relativement élevé. Bien sûr, je l'évoquerai tout à l'heure, il y a aussi un lien qui est indirect, c'est les problèmes de pollution, c'est-à-dire que la vigne n'a pas forcément besoin des eaux souterraines en profondeur, mais elle peut les polluer par le biais des transferts. Alors, j'ai une sale tête parce que hier j'ai assisté à votre fête, je vous ai trouvé adorable hier. Je me suis dit, oh là là, il faut que je leur mette des martines. Donc je me suis couché à 3h du matin. Et donc on va aborder ça d'une manière que je préfère d'ailleurs. Donc je vais vous parler d'abord de la notion de sol et de sous-sol. Et ça, c'est déjà un gros problème. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, mais c'est quoi le sol, c'est quoi le sous-sol? Et en définitive, il y a plein de définitions du sol et du sous-sol. Alors, celle qui est la plus communément admise, c'est que dans le sol, il y a une activité organique, et dans le sous-sol, il n'y en a pas. Voilà. Donc, pourquoi pas? Moi, je l'aime bien, cette définition. Mais ça, c'est souvent un des gros problèmes que j'ai avec les viticulteurs, ou les gens que j'emmène dehors, c'est de leur expliquer justement où est le sol et où est le sous-sol. Pourquoi je vous parle de ça? Bien, tout simplement parce que
Le sol est étudié par des pédologues. Et la personne là qu'on vient d'enterrer, c'est Étienne Goulet, c'est mon pote. Hein. Ne vous inquiétez pas, on l'a sorti de là. Il est dans une fosse pédologique et là, il n'a pas les pieds dans l'eau, donc tout va bien. Et en fait, il est dans du sol. Là, tout. Et donc, Étienne, lui, il est pédologue, c'est-à-dire son job, c'est d'étudier le sol. Alors, il y a d'autres techniques avec l'écoute arrière. Et là, encore une fois, donc, c'est la notion de pédologie. Alors, l'eau qu'il y a dans le sol, généralement, elle constitue ce qu'on appelle la réserve utile, un terme qu'il faut retenir, la réserve utile, qui correspond généralement à de l'eau qui se trouve autour des grains dans le sol. C'est d'ailleurs cette réserve utile qui va surtout être exploitée par les plantes au niveau des racines. Et puis, il y a l'autre partie, le sous-sol, donc ça c'est plus mon domaine, donc, qui est étudié par des géologues. Et là, par contre, lui, il est mort. Mais tout le monde s'en fout. De toute façon, on ne sait pas qui c'est. Et l'eau qu'il y a dans le sous-sol, eh bien, c'est là que c'est étudié par les hydrogéologues. Alors moi, il se trouve que je suis hydrogéologue agréé pour le 49, pour le Maine-et-Loire. Et donc, c'est à ce titre que je viens de vous parler de ces eaux souterraines qui se trouvent donc dans le sous-sol. Alors, on va aider Martine à essayer de comprendre justement comment ça fonctionne. Et pour ça, il se trouve que dans le sous-sol, il y a des roches. Donc ça, c'est le domaine des cailloux. Et sur Terre, il existe 3 types de roches. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, on a parlé de l'Angleterre, je vous laisse traduire. Mais en effet, il y a 3 types de roches. Alors, je vous les montre. Et comme il est 10 heures, vous commencez à avoir peut-être faim. Et donc, premier grand type de cailloux, ce sont les roches sédimentaires qui sont caractérisées par la présence de strates, des couches de sédiments, plus ou moins consolidées. Alors, vous avez aussi les roches magmatiques, donc des roches issues de la solidification d'un magma. Alors là, avec des noms très étranges, je ne vous les mets pas, mais au Scrabble, c'est une tuerie. Et puis, alors celui-là, c'est mon gâteau. Alors, on ne se moque pas. Hein. Je l'ai fait pour l'anniversaire de ma grande fille. Elle m'en a voulu. Donc, ce sont les roches métamorphiques, les roches qui ont subi des contraintes. Voilà. C'est mon gâteau. Y a-t-il des cuisiniers dans la salle? Désolé. Alors, il se trouve que ces 3 types de roches, donc magmatiques, sédimentaires et métamorphiques, eh bien, on a du bol en France, parce qu'on a une grande géodiversité, c'est-à-dire une diversité de roches dans des espaces définis. Et cette géodiversité s'exprime par des cartes. Alors, les cartes géologiques, c'est trop la fête parce que c'est en couleur. Donc, s'il y a des daltoniens dans la salle, je pourrais vous aider pendant la pause ou pendant les dégustations. Dans tous les cas, ici, chaque couleur correspond à un type ou à un âge de roche particulier. Alors, justement, tout à l'heure, je l'ai évoqué, il y a différents types de sols. Et une même roche-mère, donc un même sous-sol, peut donner différents types de sols. Là, récemment, dans le Maine-et-Loire, il y a une carte pédologique qui a été menée pour tout le Maine-et-Loire. Et ils ont plus de 350 sols différents qui ont été inventoriés, alors qu'on n'a pas 350 types de cailloux. C'est simplement qu'un même type de caillou peut donner différents types de sols. Alors, bon, en ce qui concerne l'hydrogéologie, les sous-sols qui sont intéressants, c'est de savoir si c'est perméable ou imperméable. Alors, oui, là, par exemple, vous avez le schiste ardoisier. Ça se saurait si c'était perméable, sinon on ne le mettrait pas sur les toits des maisons. Là, c'est à Banyuls, je trouvais ça aussi sympa. Et là-bas, les roches sont tellement imperméables qu'ils sont obligés de prendre des précautions quand il pleut. Il pleut tout en 2 jours aussi, hein, mais bon. Et puis, une autre roche imperméable qu'on connaît surtout quand on est dans la région de Tours, ce sont les argiles. Alors, les argiles, c'est particulier parce que c'est poreux, ça peut contenir beaucoup d'eau, mais par contre, ça ne la laisse pas circuler. Donc, c'est ça la notion de porosité et de perméabilité. Donc on peut être poreux, on peut avoir des trous, mais on peut ne pas laisser passer l'eau. Donc en hydrogéologie, ce qui est intéressant, c'est d'être poreux, oui, d'avoir des trous, mais ce qui est aussi intéressant, c'est de laisser circuler l'eau. Alors j'y viens justement, les roches perméables, on peut les distinguer en 3 grands types. Vous avez celles qui ont des espaces entre les grains, donc comme du sable, des graviers. Alors on a parlé de graves, voilà. Là il y a des trous. Et puis, vous avez aussi la porosité de fracturation, donc dans les cassures des roches. Et pour qu'une roche casse, il faut qu'elle subisse des contraintes, mais il faut aussi qu'elle soit résistante au départ.
Donc voilà, par exemple, on a la photo de droite, là c'est en Normandie, mais c'est pas grave, hein. Vous avez un trait horizontal, c'est une strate, en fait, une limite de 2 strates qui laisse passer l'eau. Et puis autrement, vous avez une cassure qui n'est pas forcément verticale ici, c'est une fissure ou une diaclase. Et puis le troisième grand trip, c'est un lieu où j'adore aller, c'est sous terre. Et là, c'est ce qu'on appelle des karstes. C'est d'énormes trous dans lesquels on peut être à plusieurs. Hier, on était non pas dans un karst, mais dans une carrière, mais ça peut se faire au naturel, ce genre de trou. Et dans ces karsts, eh bien, on a des réservoirs en eau qui sont extrêmement puissants. Alors, justement, donc, en France, on a du bol, puisqu'on va avoir plein de roches perméables et plein de roches imperméables. Alors, en hydrogéologie, je le rappelle, hein, ce qui va être intéressant, c'est surtout celles qui sont perméables. Alors, quand on regarde ces deux cartes, à gauche, vous avez la carte géologique, celle qui a les belles couleurs. À droite, il y a une carte aussi avec des belles couleurs. Mais ce n'est pas une carte géole. C'est une carte du BRGM, qui est le Bureau de recherche géologique et minière. Ce sont comme mes parents, on va dire. Je dis toujours aux étudiants, il y a papa, maman et BRGM. Et donc, cette carte, eh bien, elle vous montre deux types de couleurs. Il y a du jaune. Alors, ça correspond à des zones où, quand il pleut, l'eau, en fait, elle a du mal à s'infiltrer. Donc, elle reste à la surface. C'est plutôt ce qu'on appelle la France ruisselante, où il y a énormément de cours d'eau. Et puis, les zones rouges, en fait, quand il pleut, eh bien, l'eau, elle s'infiltre, parce que la roche, elle est très perméable, elle est très poreuse. Et là, c'est ce qu'on appelle la France absorbante. Et quand on va là-bas, il n'y a quasiment pas de cours d'eau. Eh bien, on s'aperçoit qu'en France, on a un lien entre ces frances absorbantes et ces frances ruisselantes et les caractéristiques géologiques qui sont sur votre gauche. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand c'est jaune, c'est qu'on est sur des roches imperméables. Et quand c'est rouge, c'est qu'on est sur des roches perméables. Alors, justement, maintenant, on va aborder un peu l'eau. Et donc, notre petite Martine nous explique qu'il y a une zone saturée. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, hier, on aurait pu faire la démonstration avec un verre d'eau, si possible, et de mettre des graviers dedans, et puis de verser l'eau dans le verre, et on aurait vu que l'eau, elle va au fond. C'est énorme. Vous voyez, ça, c'est de l'expérimentation. Et donc, la zone où il n'y a que de l'eau, ça s'appelle la zone saturée en eau, et la zone où il n'y a pas que de l'eau, ça s'appelle la zone non saturée en eau. Voilà. Pas compliqué. Alors, il se trouve quand même qu'il peut y avoir de l'eau autour des grains dans la zone non saturée. Et c'est cette eau, d'ailleurs, qui va être utilisée par les plantes et qui forme ce qu'on appelle la réserve utile aux plantes. Alors, la limite entre les deux, c'est ça qui est intéressant, la limite entre la zone saturée et la zone non saturée, eh bien, ça s'appelle le niveau de la nappe, et en fait, on l'appelle la surface piézométrique. Voilà. Si quelqu'un vous dit « Est-ce que tu as vu ma surface piézométrique ?» Ça veut dire « Est-ce que tu as vu mon niveau de la nappe ?» C'est-à-dire la limite entre la zone saturée et la zone non saturée. Vous essayerez avec des verres de vin, alors ça marche aussi. Alors, il se trouve que ce niveau de la nappe, eh bien, il fluctue en fonction des années, parce qu'il y a des années où il pleut beaucoup, des années où il pleut moins, et elle fluctue aussi d'une manière saisonnière, avec un maximum généralement pour les mois de janvier, février, mars, avril. Des périodes justement où la réserve utile est pleine, c'est-à-dire que le sol, l'eau dans le sol est complètement, le sol est gorgé d'eau, et du coup l'eau peut descendre et alimenter les nappes d'eau souterraines. Au contraire, eh bien, on a des niveaux de la nappe qui sont extrêmement bas pour les périodes de novembre, juillet, août, septembre, qui correspondent donc à ce qu'on appelle l'été hydrique. Et en fait, il y a encore de l'eau dans les nappes, mais elle diminue progressivement. Alors, on s'aperçoit donc que s'il y a des variations saisonnières ou interannuelles, il y a également des variations dans la profondeur du sol, et ça dépend là justement de cette fameuse porosité et de cette fameuse perméabilité. Plus il y a des fractures dans les roches, plus la porosité est forte, et bien plus on aura des réserves en eau qui seront importantes. Comme on peut le voir sur cette figure, tout ce qui est en bleu correspond en fait à des zones qui sont saturées en eau. Et vous observez là-haut le terme surface piézométrique qui correspond en effet à la limite entre la zone saturée et la zone non saturée. Sur cet autre schéma qui est en anglais, mais ce n'est pas grave, eh bien, on s'aperçoit là aussi qu'il y a des fluctuations possibles de la surface piézométrique entre la saison, on va dire, pluvieuse et la saison plus sèche. Une chose qui est très importante ici, c'est sur ce schéma. Alors, on voit ici que les eaux souterraines, j'ai la tremblote, c'est parce que je n'ai pas beaucoup dormi.
je le tiens avec les deux mains, voilà. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un lien entre cette surface piézométrique et l'eau qui se trouve dans les cours d'eau, sur ce schéma. Donc là, en d'autres termes, quand il y a de l'eau dans le cours d'eau, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai montré Martine au bord de la zone saturée, eh bien, c'est simple, c'est que s'il y a de l'eau dans le cours d'eau ici, ou dans la mare, là c'est un lac, ça marche tout autant, eh bien, c'est que ça correspond au niveau des eaux souterraines. C'est intéressant parce que ça veut dire que si la nappe, dans ce cadre-là, la nappe va alimenter le cours d'eau ou le lac. Donc je continue avec ce qu'a dit M. Pitt. Si les nappes d'eau souterraines sont polluées, qui sera pollué? Eh bien, le cours d'eau ou le lac. Alors, comment les hydrogéologues font-ils pour savoir ce qui se passe sous terre? Ils vont voir les gens qui ont des puits. Bonjour, vous avez un puits? Oui. Est-ce que je peux mettre mon appareil dedans? Cet appareil s'appelle un piézomètre. Alors, avec ces piézomètres, c'est tous les points rouges qui sont ici, eh bien, on arrive à déterminer l'altitude de la surface piézométrique. Et avec ça, on fait des petits calculs. Alors maintenant, c'est les ordinateurs qui font tout ça. Eh bien, on trace des courbes. Et ces courbes s'appellent des isopièzes. Ça veut dire des courbes d'égale valeur de l'altitude de la surface piézométrique. Après, ce n'est pas plus compliqué que des courbes de niveau sur une carte topographique. Voilà. L'écoulement de l'eau se fait du point haut vers le point bas. Donc il s'agit de savoir où est le point haut, où est le point bas. Là, à droite, vous avez du 21 mètres, à gauche, vous avez du 16 mètres. L'écoulement se fait de la droite vers la gauche. Alors, ça passe par la ville d'Avignon. Et là, on voit très nettement que, justement, la Durance, là, est alimentée par la nappe d'eau souterraine qui est figurée sur ce document. Voilà comment font les hydrogéologues pour voir des choses qu'on ne voit pas. Alors justement, une autre notion encore très importante, c'est la notion d'aquifère et d'aquiclude. Alors il y a un point commun entre aquifère et aquiclude, ça commence pareil, ça finit pareil, mais il y a le truc qui est différent, c'est que fer, ça veut dire qu'il porte l'eau, et clude qui est fermé à l'eau. Donc les aquifères sont des roches poreuses et perméables, et les aquicludes sont des roches qui peuvent être poreuses, mais en tout cas elles sont imperméables. Alors sur ces cartes de France, on a les principaux aquifères, les principaux, qui existent, surtout en surface. Et on s'aperçoit qu'il y a du rouge, alors, le rouge comme ça, hop, par exemple ici ou là. Et là, ça correspond à des aquicludes, c'est-à-dire des roches plutôt imperméables. Et quand il pleut là-dessus, c'est simple, on a surtout des cours d'eau, c'est-à-dire l'eau, elle a du mal à s'infiltrer. C'est la fameuse France ruisselante. Et puis, pour toutes les autres, où il y a les couleurs, on s'aperçoit qu'en fait, on a une diversité d'aquifères. Et là, quand il pleut sur ces zones-là, voilà. Non, je reviens, ça y est. J'essaie de manipuler l'engin. Voilà, je le tiens avec les deux mains. Non, il ne veut pas. J'aurais dû dormir. Voilà, quand il y a tous ces trucs-là, ça veut dire qu'on est sur des aquifères. Et quand il pleut là-dessus, l'eau a la tendance plus à s'infiltrer. C'est la fameuse France absorbante. Alors la France, ce n'est pas le centre du monde. On a parlé tout à l'heure de l'Angleterre. On la voit également, cette Angleterre. Et on s'aperçoit que quand c'est bleu ici, ou quand c'est un peu vert, c'est qu'on peut avoir des eaux souterraines. Par contre, quand c'est marron, en fait, il y a très peu d'eau souterraine. C'est intéressant parce que ça veut dire que les gens qui vont avoir besoin d'eau, dans les zones qui sont en bleu, ils vont faire des puits, ils vont faire des forages. Et puis dans les zones qui sont en marron, ils vont simplement mettre des pompes dans les cours d'eau. Et tenez-vous bien, ça marche également à l'échelle du monde. Donc on voit là aussi que les pays ne sont pas égaux devant les eaux souterraines. Alors nous, en France, on a de la chance parce qu'il y a des zones où il y a des eaux souterraines, des zones où il y en a un peu moins. Alors justement, l'essentiel là du lien entre viticulture et eau souterraine, je pense qu'il est là, c'est surtout par rapport aux problèmes de protection et de menaces. Alors, comment faire? Les eaux souterraines, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un maillot de bain. Je tiens à vous rassurer. Et les eaux souterraines, c'est une lapalissade, je veux dire, c'est sous terre. Donc on ne les voit pas, à moins d'aller sous terre, mais bon, il n'y a pas grand monde qui peut aller sous terre, ou alors c'est trop tard. Et donc, comme tous les trucs qui sont sous terre et qu'on ne voit pas, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils s'en moquent. Voilà, c'est comme notre corps. Nous, on s'en moque de notre corps, puis c'est le jour où on se dit, oh là là, il y a un gros problème, qu'on va se dire, tiens, peut-être m'en préoccuper un petit peu. Et ça, c'est humain, c'est-à-dire qu'on a tendance à se préoccuper que des choses que l'on voit. Et donc, comme les eaux souterraines, on ne les voit pas, on a tendance à s'en moquer.
Alors on s'en moque d'un point de vue quantitatif tout d'abord. Donc, alors là, il peut y avoir trop d'eau ou pas assez d'eau. Et en ce qui concerne les hommes, bah, là par exemple, vous avez un terrain qui est un peu trop chargé en eau. Alors peut-être qu'il est mal drainé, ou peut-être que c'est aussi ce qu'on appelle des remontées de nappe. C'est quand le niveau de la surface pluviométrique il est tellement élevé qu'il arrive jusqu'au niveau du sol, et de la surface du sol. Et là, bah, c'est pas terrible pour la vigne, en l'occurrence, parce qu'elle a vraiment les pieds dans l'eau, mais ça, mon collègue en parlera tout à l'heure. L'autre problème, alors c'est la surexploitation des eaux souterraines. On est 7 milliards d'habitants sur Terre, donc c'est pas mal. Et ces gens, bah, ils ont besoin d'eau. Et quand on fait un forage, comme ici, là, eh bien, on va créer ce qu'on appelle un cône de rabattement. On abaisse le niveau de la surface pluviométrique. Et quand on fait ça, bah, on peut créer des choses étranges. Par exemple, on va déplacer cette zone-là, qui est en fait la zone de partage des eaux souterraines. On peut la déplacer. Deuxième chose, on peut faire que les eaux d'un lac, d'une carrière ou d'une rivière, eh bien, au lieu d'être alimentées par les eaux souterraines, comme c'est le cas ici, eh bien, du coup, ce sont les eaux du lac qui alimentent le forage. Voilà. Donc en ce qui concerne la vigne, il n'y a pas trop de problème de surexploitation des eaux bah, en France, parce qu'on n'arrose pas, nous, hein, mais peut-être que j'ai cru comprendre que dans d'autres pays, ils le font. Donc dans ce cas-là, bah, il va y avoir en effet des contraintes sur les eaux souterraines dans ces cas-là. Alors autre chose qui peut concerner la viticulture, les puits, les forages sont des installations classées. Alors, moi je fais partie de la commission justement pour protéger les gens. Et on définit ce qu'on appelle des périmètres de protection. Et ça peut avoir des implications pour la viticulture, notamment en ce qui concerne l'épandage de certains produits. Donc les périmètres de protection, voilà, le forage, il est ici, et là, il y a le périmètre immédiat, rapproché et éloigné. Et à chaque fois, il y a des contraintes en termes de législation dans ces zones. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc voilà, en ce qui concerne donc la quantité. Et puis la deuxième chose, j'en ai parlé un tout petit peu, mais j'en reparle, c'est la qualité. Vous voyez, les deux gros problèmes des eaux souterraines, c'est ça, c'est quantité et qualité. Alors c'est pareil, là on se préoccupe de notre santé que quand les soucis arrivent. Il est souvent un peu trop tard. Alors, les eaux souterraines, comme elles sont sous terre, et surtout celles qui sont proches de la surface, sont extrêmement menacées par les produits, des infrastructures humaines. Là, ici, une usine, ici, une maison avec un mauvais assainissement. Il y a des gens aussi qui mettent de l'eau polluée dans leur puits. Ça peut paraître bizarre, mais il y a vraiment des choses bizarres sur Terre. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, en ce qui nous concerne, voilà, là, ça symbolise l'agriculture. Et donc les épandages, mais également les intrants en termes de pesticides, etc., peuvent à terme se retrouver, en s'infiltrant dans le sol, puis dans le sous-sol, peuvent se retrouver dans les eaux souterraines. Ce qui est dommageable, parce qu'il y a un gros problème pour les eaux souterraines. Autant l'eau d'un lac ou d'une mare, on peut tout pomper, on peut tout retraiter, ça peut le faire. Mais les eaux souterraines, en fait, non. Les eaux souterraines ont un déplacement, en fait, qui est extrêmement lent. Extrêmement. Ça veut dire que pour dépolluer une nappe d'eau souterraine, c'est à l'échelle d'une vie, voire de 2-3 générations. Et en termes de coûts, c'est énorme. Et en termes de moyens, c'est énorme. Et souvent, les gens y baissent les bras. Et une fois donc que la nappe elle est polluée, et puis c'est fini. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, un petit peu dramatique de ces eaux souterraines, de ce second réservoir d'eau douce sur Terre. C'est qu'une fois que c'est pollué, c'est fini. Alors malgré tout, les eaux souterraines sont différentes devant la protection, hein, c'est comme pour nous. Alors qu'est-ce qui peut protéger des nappes d'eau souterraines ? Par exemple une couche d'argile plus ou moins épaisse dans la partie supérieure. Ça peut empêcher en effet les polluants de la surface de pénétrer vers l'intérieur. Et là, les nappes ne sont pas toutes égales devant ces protections. Il y en a certaines qui ont des zones qui sont plus protégées que d'autres. Alors les hydrogéologues interviennent là, encore une fois, pour dire attention, dans cette zone-là, il n'y a pas de protection. S'il n'y a pas de protection, ça veut dire que si on fait n'importe quoi, on peut à terme polluer toutes les eaux souterraines qui sont à proximité. Donc là, encore une fois, un travail généralement des hydrogéologues. Alors vous l'avez compris, donc ces eaux souterraines, elles sont intéressantes dans la mesure où il faut les protéger, parce que c'est le deuxième réservoir d'eau douce sur Terre, c'est peut-être ça qui va sauver l'humanité plus tard. Et
Il faut donc bien les connaître. Et pour ça, il faut des moyens. Alors avant, j'ai essayé, hein. Ça c'est moi, mais je suis en train de faire le con comme d'hab. J'ai essayé toutes les techniques, ça ne marche pas avec moi, je suis désolé, j'ai pas le don, c'est ce qu'ils m'ont dit les gens. Donc, mais avant on faisait appel à des sourciers, des gens qui en effet ressentent des choses, et j'ai vu des choses extraordinaires, hein, en effet, mais moi j'ai pas le don. Donc comment je fais quand j'ai pas le don? Eh bien, je regarde des cartes. Et il se trouve que le fameux papa-maman BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, a mis à disposition de tout le monde des documents qui sont accessibles sur Internet, sur un portail qui s'appelle Infoterre. Et là, vous avez plein d'infos et vous pouvez regarder pour une parcelle qui vous intéresse. Vous pouvez essayer de faire des petites recherches pour savoir où est-ce qu'il y a de l'eau, s'il y a de l'eau, et puis à quelle profondeur est-ce qu'elle se trouve, etc. C'est marrant parce qu'une fois, il y a un monsieur, il m'a dit comme ça, est-ce que j'ai de l'eau dans mon terrain? Puis je dis, attendez, on va regarder les cartes. Puis alors je lui dis, alors vous allez creuser 10 mètres, vous allez faire ça, 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 ça. Et puis à la fin, vous allez trouver de l'eau. Et là, le gars, il est parti, il m'a rappelé 15 jours après, il a cru que j'étais Dieu. On parlait de Dieu tout à l'heure, mais... Et j'ai dit, mais non, je ne suis pas Dieu, j'ai lu une carte, quoi. Donc c'est tout, je suis pas Dieu. Je sais simplement lire ce genre de cartes qui sont accessibles sur Internet. Alors, il se trouve qu'à l'échelle européenne, il y a des directives, et en effet, au niveau des eaux souterraines, eh bien, elles sont classées par niveau de masse d'eau. Et en France, on a les 10 niveaux de nappe d'eau. Alors, on les voit sur cette carte. Et alors, les niveaux de masse d'eau les plus profondes se trouvent dans le bassin d'Aquitaine, sous Bordeaux. Là. Voilà. Autrement, les niveaux les plus superficiels se trouvent un peu partout, notamment dans les grands bassins sédimentaires. Alors, très rapidement, pour vous illustrer comment on fait, on va sur Infoterre, c'est marqué là-haut, en un seul mot, et vous avez un portail, et puis après, vous essayez de chercher, vous allez tomber sur des cartes géologiques, et là, je vous ai mis la ville d'Angers, d'où je viens, et puis là, on est à Tours. Alors, on est sur les terrains du bassin de Paris, alors qu'Angers, c'est sur les terrains du massif armoricain. Le code couleur, encore une fois, avec une légende appropriée. Alors, sur le site du BRGM d'Infoterre, vous avez accès à des cartes rigolotes. Ça, c'est la carte du premier niveau des masses d'eau souterraines. Et quand c'est vert ou marron, ça veut dire qu'il y a des eaux souterraines, bleu aussi. Et quand c'est rose, ça veut dire qu'il y a très peu d'eau souterraine. Donc là, regardez, Angers est plus dans un domaine où les gens vont exploiter l'eau de surface, et notamment l'eau qu'il y a dans les nappes alluviales. Alors, les nappes alluviales, c'est les nappes des alluvions. Quant à Tours, trop de chance, parce que là, regardez, eux, ils ont la fête. Ils peuvent prélever dans les eaux de la nappe alluviale, en bleu, mais ils peuvent aussi prélever dans les eaux des nappes des roches en vert ici, ou en marron ici. Alors justement, comme hier, on a été aux caves de la Croix-Douillard, j'ai regardé sur la carte Géole au 1/50 millième. Donc là, il y a la ville d'Amboise, et là, c'est le quai de la Violette, là où on était hier. Donc hier, on était là. On était vraiment en limite entre des alluvions et des terrains du Crétacé et leurs altérites. Et ici, j'ai trouvé un forage qui fait 178 mètres de profondeur. Waouh! Alors j'ai regardé sur Infoterre, parce qu'on a accès après à ces infos, et vous avez accès à ces infos. Et là, on s'aperçoit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 niveaux de flotte en dessous les 178 mètres. Donc ça veut dire qu'il y a une dizaine de nappes qui sont empilées les unes sur les autres à la manière d'un millefeuille. Donc ces zones, avec les nappes, c'est ces zones-là. Et c'est dans ces zones que les gens vont mettre ce qu'on appelle des crépines, ce qui permet à l'eau de rentrer. Donc à côté de l'endroit où on a mangé, déjà en dessous, il y avait une dizaine de nappes d'eau souterraines. C'est la folie, hein, mais on ne les voit pas. De toute façon, hier, on pensait à autre chose. Hein. Je ne sais pas pour vous. Donc en termes de conclusion, voilà. Moi, je suis venu vous faire une petite explication sur ces fameuses eaux souterraines. Et puis, c'est mon collègue qui va surtout vous parler après du lien entre l'eau et la plante, parce que c'est hyper important. Et notamment aussi, peut-être, des petites anecdotes sur l'eau et le sol, parce que je ne l'ai pas trop abordé, parce que moi, je vous rappelle, c'était l'eau et le sous-sol. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hydrogéologie, c'est donc la discipline qui s'intéresse aux eaux souterraines. Les eaux souterraines, on les appelle aussi les nappes phréatiques. C'est le second réservoir d'eau douce sur Terre. Pour les comprendre, il faut connaître la géole. Pour les comprendre, il faut aussi comprendre comment fonctionnent des écoulements souterrains, ce qui n'est pas évident. C'est plus de la physique et de la chimie. Et autrement, on l'a vu, c'est que les eaux souterraines ne sont pas égales sur le territoire. Il y a des zones où il y en a beaucoup et des zones où il n'y en a pas beaucoup. Le problème, je vous l'ai évoqué avec le corps humain, c'est que c'est souvent peu pris en compte parce qu'on ne les voit pas, donc on s'en moque.
Et puis, bah, malgré tout, elles sont menacées sur le plan quantitatif et puis qualitatif. Et enfin, si vous voulez en savoir plus, bah, vous avez le BRGM qui peut vous aider là-dessus. Enfin, un petit mot, bah, je vous dis, j'adore les viticulteurs, les vignerons, et il y a un truc où il y a souvent d'ailleurs des œnologues qui viennent, on en a parlé hier avec Paul, et donc ça s'appelle la Paulée de l'Anjou Noir, et je vous donne cette affiche, il y a un rendez-vous qui a lieu le... Ah, c'est marqué, oh, ça va essayer avec l'œil droit ou l'œil gauche, c'est marqué là-haut, le 18 juillet, et c'est à Passavance-sur-Layon, donc c'est des bons moments de partage. Voilà, je vous remercie beaucoup.